Quand mon fils m'a demandé, autour d'un café, pourquoi je ne vivais toujours pas dans la maison de Cagnes-sur-Mer qu'il croyait mienne, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Avant que je puisse répondre, ma fille Léa a pâli, a saisi son sac et a fui l'appartement sans un mot. À cet instant, j'ai compris que cette maison n'était pas seulement un mensonge, mais le cœur d'un secret capable de briser notre famille. Et ce que j'allais découvrir dépassait de loin tout ce que j'avais imaginé. Le café fumait doucement dans la tasse de porcelaine fine, son arôme amer emplissant l'air lourd de mon salon. Dehors, la ville s'éveillait dans un brouillard léger. Mais à l'intérieur, c'était le calme plat. Un silence si profond qu'il en était assourdissant. J'observais mon fils, Thomas, assis en face de moi. Il avait maintenant 30 ans, une carrure solide, les yeux clairs de son père et ce même entêtement qui avait parfois fait notre joie, parfois notre désespoir. Il tenait entre ses mains une feuille de papier froissée, une publicité immobilière. Ce n'était pas la première que je la voyais, ni même la 100e. Chaque semaine, c'était la même rengaine, une nouvelle propriété à vendre, un château moderne aux lignes épurées et au vaste jardin, parfait pour une famille aisée. C'était la maison de mes rêves, ou du moins celle que je prétendais être la mienne à mes enfants. Thomas leva les yeux vers moi, ses sourcils froncés dans une expression que je connaissais trop bien. Un mélange de curiosité et d'une pointe de suspicion à peine voilée. « Maman » commença-t-il, sa voix grave brisant la quiétude. « C'est encore cette maison, la maison de Cagnes-sur-Mer, celle qui est censée être la tienne, celle dont tu nous parles depuis des années, celle où tu te vois passer tes vieux jours, recevoir les petits-enfants et tout le reste. 5 ans que tu nous montres cette maison, que tu nous racontes tes projets pour la meubler, pour y installer ton atelier de peinture, pour y faire un potager. Et chaque fois, quand on te demande de la visiter, ou même de nous donner l'adresse exacte pour qu'on puisse la voir de l'extérieur, tu trouves une excuse. Le propriétaire est en voyage, il y a des travaux, les visites sont suspendues, mais la publicité est toujours là et elle est toujours disponible. Il y a des complications administratives avec la vente. Ma voix mourut, même à mes propres oreilles. Le mensonge sonnait creux, usé. Il secoua la tête. Des complications administratives pendant 5 ans? Maman, je suis expert comptable. Je connais un peu le circuit immobilier. Ce n'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal, c'est que la maison soit toujours affichée comme un rêve accessible, mais jamais comme une réalité tangible. On ne t'a jamais vu signer quoi que ce soit. On n'a jamais vu de clé, ni même le début d'un déménagement. Les quelques fois où on t'a dit qu'on voulait t'aider à déménager, tu as toujours trouvé un moyen de botter en touche. Cette maison, cette magnifique demeure que j'avais tant de fois décrite à mes enfants, avec ses baies vitrées donnant sur la Méditerranée, son immense piscine à débordement et son jardin luxuriant n'était pas la mienne. Elle n'avait jamais été la mienne. Elle était une illusion, un mensonge élaboré que j'avais nourri pendant des années. Pourquoi? La question était simple, mais les raisons, elles, étaient un enchevêtrement complexe de honte, de peur, d'orgueil et d'un amour mal placé que j'avais pour mes enfants. Un amour qui m'avait poussé à vouloir leur donner l'image d'une mère réussie, capable de choses extraordinaires. Une mère qui avait su s'en sortir quand tout s'était écroulé autour d'elle. Une mère qui avait sa propre maison de rêve, après avoir tout perdu. Je me levai, les mains tremblantes, pour aller vers la fenêtre. Le soleil commençait à percer les nuages, illuminant les toits de la ville d'une lueur dorée. Mais en moi, c'était une tempête qui grondait. « Écoute, Thomas, c'est une histoire compliquée. Il y a des choses que vous ne savez pas, des choses que je n'ai pas voulu vous dire pour vous protéger. » On a vu cette publicité dans le journal d'aujourd'hui, en page 2, et elle ne dit pas « sous-offre » ou « compromis de vente signé ». Elle dit « à saisir ». Et ça, maman, ça ne colle pas avec ton histoire. Pas du tout. L'heure où mes châteaux de cartes allaient s'écrouler, je fermais les yeux, respirant profondément l'air du matin. Comment j'allais bien pouvoir démêler cette toile de mensonges? Qu'allais-je lui dire? La vérité, dans toute sa laideur, était elle-même supportable pour eux?
Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit avec une secousse. Léa entra, son visage pâle, ses yeux injectés de sang. Elle portait son sac de voyage à l'épaule, signe qu'elle n'allait pas à son travail, mais peut-être bien plus loin. Elle nous regarda, moi et Thomas, avec un air de terreur et de dégoût. « J'en peux plus », dit-elle d'une voix étranglée, à peine audible. Ses paroles furent un coup de massue. Thomas et moi nous tournâmes vers elle, stupéfaits. Léa laissa tomber son sac, ses mains couvrant son visage. « Je savais que ça arriverait. Je savais que tu finirais par ne plus pouvoir tenir ce rôle, maman. J'aurais juste espéré que ça n'explose pas de cette façon, et surtout pas devant Thomas, et surtout pas à cause de cette fichue maison. » La fuite de Léa venait de briser bien plus que le silence. Elle avait brisé la carapace de mensonges que j'avais si désespérément essayé de maintenir, révélant la faille béante au cœur de notre famille. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le claquement de la porte de Léa résonna longtemps dans le vide de l'appartement. Thomas, les poings serrés, s'est tourné vers moi, le regard aussi dur que ces matins d'hiver où le gel craque sous les pieds. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Léa a-t-elle réagi comme ça? Quel est ce rôle que tu jouais? Et pourquoi par ma faute ?» Sa voix était basse, chargée d'une colère contenue et d'une incompréhension qui me broyait le cœur. Je m'effondrais sur le canapé, les jambes flageolantes. Les mots de Léa avaient perforé ma dernière ligne de défense. Tout était exposé, mis à nu. Je ne pouvais plus reculer. Le mensonge avait grandi, étouffant notre vérité familiale, s'alimentant de mon désir insatiable de maintenir une façade de bonheur et de réussite, même illusoire. « Thomas, assieds-toi, murmurai-je, la voix enrouée. Il est temps que tu saches tout, non pas pour me justifier, mais parce que, comme Léa l'a si bien dit, j'en peux plus. Je suis fatigué de porter ce poids seul. Nous avions tout pour nous à l'époque. Une belle maison, des carrières prometteuses, des enfants que nous adorions. Mais du jour au lendemain, tout a basculé. Mais la réalité était bien plus sombre. Ton père, avec son orgueil, n'a jamais voulu admettre l'ampleur de la catastrophe. Il a investi nos dernières économies dans un projet fou, une start-up qui promettait monts et merveilles, mais qui n'était qu'une arnaque pyramidale. Nous avons tout perdu, Thomas. La maison, nos fonds de pension, l'épargne que nous avions mise de côté pour vos études. Tout s'est évaporé en quelques mois. Moi, je ne pouvais pas supporter l'idée que mes enfants vous voient, Léa et toi, grandir dans le manque, dans la honte de ce que nous étions devenus. Je voulais vous offrir une vie stable, un avenir radieux. C'est là que j'ai commis ma plus grande erreur. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisamment pour nous reloger dans cet appartement bien plus modeste et pour me donner l'illusion d'un nouveau départ. C'est à ce moment-là que j'ai commencé cette mascarade, cette histoire de la maison de Cagnes-sur-Mer. Chaque fois que je vous montrais cette publicité, chaque fois que je vous racontais mes projets pour cette maison, je me mentais à moi-même autant qu'à vous. C'était un refuge pour moi, une façon d'échapper à la réalité de nos pertes, de la honte qui me rongeait. Je voulais que vous soyez fiers de moi, que vous ne me voyiez pas comme la femme brisée que j'étais. Elle a essayé de me faire avouer, de m'encourager à te dire la vérité, mais je n'en avais pas la force. Elle disait que c'était une bombe à retardement, et elle avait raison. « Elle n'est pas à toi ?» s'enquit Thomas. La question d'une simplicité désarmante arracha les derniers lambeaux de ma dignité. « Non, Thomas, elle n'est pas à moi. Elle n'a jamais été à moi. C'était un mensonge, une invention, un château de sable que j'ai construit pour vous, pour nous. Et Léa ne supporte plus de vivre dans cette illusion. Elle est partie parce qu'elle ne peut plus être complice de ce secret. Et surtout parce que je n'arrive pas à me libérer de cette prison que je me suis moi-même construite. Elle est partie parce qu'elle craignait que vous découvriez la vérité de cette façon, dans un éclat de douleur et de désespoir. Elle avait la hantise de cet instant où tous nos secrets seraient révélés et que tout se briserait. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre Léa et moi. Et à présent, entre toi et moi. Elle s'est enfuie. L'écho de son désespoir, c'est un miroir de mon propre désespoir. Thomas ne m'a pas crié dessus, ne s'est pas effondré en larmes. Sa réaction fut pire, un silence sidéré,
un abattement que je n'avais jamais vu chez lui. Il marchait de long en large dans le salon, ses pas lourds sur le parquet. Chaque passage devant moi était un rappel cuisant de la confiance trahie, de l'édifice de mensonges que j'avais patiemment érigé et qui venait de s'écrouler, pierre par pierre, sous le poids de la vérité. « 5 ans, maman !» a-t-il fini par rompre le silence, sa voix rauque. 5 ans d'illusion, 5 ans à nous faire croire que tout allait bien, que tu avais réussi, que tu étais cette femme forte qui avait surmonté les épreuves. Et tout ça n'était qu'un spectacle? Ce n'était pas un spectacle pour vous blesser, Thomas. Jamais. C'était une illusion pour me protéger et pour vous, mes enfants. Tout ça était une pure invention. Et moi, je vous ai défendu à chaque fois qu'elle laissait transparaître un doute. Je lui ai dit qu'elle était trop pessimiste, trop exigeante. C'est ça qui est odieux, maman. Ne pas nous avoir dit la vérité, c'est grave. Mais avoir impliqué Léa dans cette mascarade, la forçant à vivre avec votre secret, tout en sachant que je pouvais le découvrir de la pire des manières, c'est impardonnable. Mon égoïsme, ma peur, m'avait rendu aveugle à la souffrance de mes propres enfants. Léa avait porté ce fardeau, seule pendant 3 ans. Elle avait vu ma descente aux enfers silencieuse, assisté à mes mensonges, et n'avait pas osé rompre le pacte du silence, par peur de tout faire exploser. Léa a essayé de me raisonner, Thomas. Elle a insisté pour que je te dise la vérité. Elle me suppliait de tout avouer avant que cela ne fasse plus de mal. Vous avez laissé pourrir la situation. Vous avez choisi de me mentir encore et encore. Vous avez préféré le confort de votre illusion à la vérité, maman. C'est une trahison de confiance. C'est la plus grande que vous pouviez nous faire, à nous, vos propres enfants. Et si Léa a fui, c'est parce qu'elle ne voulait pas assister à ça, à ma déception, à votre effondrement. Elle n'en pouvait plus. Et franchement, je la comprends. Comment avez-vous pu nous priver de la vérité, de la chance de t'aider, de faire face ensemble, comme une famille? Et il est bien plus lourd, car il est teinté de mensonges et de dissimulation. Toute notre enfance, toutes nos certitudes viennent d'être remises en question. Chaque souvenir heureux prend une couleur différente maintenant que je sais la vérité sur le sol instable sur lequel vous avez construit notre présent. J'avais cru les protéger, leur offrir une bulle, mais je leur avais en réalité volé la possibilité de grandir avec une compréhension honnête de leur propre histoire familiale. J'avais sacrifié leur confiance sur l'autel de mon propre orgueil et de ma propre peur. Et ma fille, Léa, avait été la première victime de cette fausse dignité, sa fuite étant le cri silencieux d'une âme à bout. J'avais besoin de la retrouver, de comprendre ce qu'elle avait enduré. Mais comment? Elle avait coupé les ponts avec moi, avec mon téléphone. Elle avait disparu, emportant avec elle une part de mon âme et le dernier espoir que Thomas et moi puissions réparer ce qui était brisé, du moins dans l'immédiat. Le chemin vers la rédemption semblait plus ardu que jamais, semé d'épines acérées et de silences déchirants. Les heures qui ont suivi la fuite de Léa et la révélation à Thomas ont été un enchaînement de chocs et de tentatives désespérées. Thomas, malgré sa colère, a été le premier à s'inquiéter de sa sœur. Où est-elle allée, maman? Elle avait un sac, elle semblait prête à partir loin. Sa voix avait perdu de son tranchant, remplacée par une anxiété palpable. Je secouais la tête, le cœur lourd. Je ne sais pas, Thomas, elle n'en a jamais parlé. Elle avait l'habitude de se réfugier chez une amie quand les choses n'allaient pas, mais c'est une amie que nous n'avons jamais vraiment connue. Je suis désolé, Madame Dubois. Léa m'a prévenu qu'elle avait besoin de s'éloigner un peu de tout. Elle ne m'a pas dit où elle allait, juste qu'elle voulait être seule. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à personne, surtout pas à vous. Cela signifiait qu'elle avait prémédité cette distance, sûrement depuis longtemps. Cela mettait en lumière l'ampleur de sa détresse et de sa détermination à s'extraire de notre mensonge familial. La douleur de sa trahison ressentie était décuplée par la douleur de ma propre trahison. Thomas, à mes côtés, l'avait entendu. Son visage se durcissait. Elle nous a également menti. Elle a pris part au secret sans rien dire, elle aussi. Elle a laissé maman continuer son mensonge, sachant que la vérité allait exploser. Pourquoi? Pourquoi cette complicité dans la dissimulation, maman?
Thomas, oscillant entre colère et inquiétude, a contacté tous les amis et collègues de Léa qu'il connaissait. Personne ne l'avait vue. Aucun d'eux ne savait où elle était allée. Son appartement était vide. Ses affaires essentielles avaient disparu. Elle avait coupé tous les ponts, effacé ses traces. La maison, l'objet de tous nos mensonges, était devenue le symbole d'une famille déchirée et ma fille en était la victime la plus silencieuse mais la plus blessée. L'absence de Léa a créé un vide abyssal. Le silence dans l'appartement était insupportable. Chaque recoin semblait crier son nom. Thomas et moi, nous nous retrouvions souvent assis en silence, chacun plongé dans ses pensées, hanté par la même question. Où était-elle? Et qu'est-ce que nous aurions pu faire différemment? La culpabilité me rongeait. C'était ma faute si Léa était partie. C'était ma faute si notre famille était brisée. Le poids de mes mensonges était devenu un fardeau insupportable. Je revoyais toutes ces années passées à construire cette façade, à tisser les fils d'une histoire imaginaire, juste pour maintenir une image de dignité et de réussite qui n'était plus la nôtre. Le prix à payer était la perte de ma fille, la confiance de mon fils et la destruction de tout ce que nous avions construit ensemble. Un soir, alors que je préparais un repas que personne n'aurait vraiment faim de manger, Thomas entra dans la cuisine. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux avaient une détermination nouvelle. « J'ai une idée, maman, une piste. » Léa rêvait toujours d'aller en Bretagne, dans ce petit village au bord de la mer, où nous passions nos vacances quand nous étions enfants. Elle parlait souvent de la quiétude de l'endroit, de la façon dont elle se sentait libre là-bas. Je ne savais pas qu'elle y pensait encore. Trouver Léa n'allait pas tout réparer, mais c'était un premier pas, un signe que le lien n'était pas entièrement rompu. Je me sentais un peu moins perdu, un peu moins seul dans cette quête désespérée. Mais au-delà de la retrouver, la question demeurait: comment regagner sa confiance? Comment réparer l'irréparable? Et comment faire face aux vérités plus sombres qui allaient inévitablement ressurgir de l'ombre une fois que Léa réapparaîtrait? La maison de mes rêves était devenue un cauchemar éveillé, et sa résolution était loin d'être à portée de main. Le voyage vers la Bretagne fut long et silencieux. Thomas conduisait, le regard fixé sur la route, tandis que je regardais défiler les paysages. Le cœur serré par l'incertitude. Chaque kilomètre nous rapprochait de Léa, mais aussi de la confrontation inévitable. La pluie fine, typique de la région, commençait à tomber, voilant les champs verdoyants et les côtes déchiquetées. C'était un temps parfait pour la mélancolie, pour la contemplation des regrets. Après des heures de recherche infructueuses sur Internet et plusieurs coups de téléphone à des agences immobilières locales, Thomas avait fini par trouver une petite annonce pour une location saisonnière au sein du village. C'était un cottage isolé, charmant d'après les photos, mais avec une description qui insistait sur sa discrétion et son éloignement. C'est exactement le genre d'endroit où Léa se cacherait, avait-il dit, un mélange d'espoir et de tristesse dans la voix. Arrivé sur place, le cottage était bien là, niché derrière une haie de hortensia fanée, un rideau de fumée s'échappant de sa cheminée, un signe de vie. Mon cœur s'est emballé. Elle est là, Thomas, je suis sûr qu'elle est là. Nous sommes restés un instant dans la voiture, hésitants, comme si la porte du cottage était celle d'une boîte de Pandore. La confrontation, la vraie, allait enfin avoir lieu. Ce n'était plus la conversation avortée du salon urbain, mais un dialogue en terre étrangère, où les souvenirs d'enfance et la douleur présente allaient se mêler. Je suis sorti la première, la pluie fine fouettant mon visage. En m'approchant de la porte, j'ai vu un petit cahier posé sur la vieille table en bois, près de la fenêtre du salon, le cahier de croquis de Léa. C'était indéniable. Elle avait toujours dessiné pour exprimer ses émotions, ses pensées les plus profondes. Je l'ai ouvert, et sur la première page, un dessin au crayon représentait notre ancienne maison, celle que nous avions perdue, avec des ailes d'ange, s'envolant vers un ciel orageux. En dessous, un seul mot, écrit d'une écriture fine et délicate, « Liberté ». Un frisson m'a parcouru. Léa ne fuyait pas seulement le mensonge. Elle cherchait une forme de libération, de quelque chose que j'avais inconsciemment construit autour d'elle.
Maman, a dit Thomas, se tenant à mes côtés, le regard rivé sur le dessin. Elle souffre plus que nous ne l'imaginons. Un long silence a suivi, puis j'ai entendu un bruit de pas, hésitant. La porte s'est entr'ouverte, révélant le visage pâle et fatigué de Léa. Ses yeux injectés de sang reflétaient des nuits sans sommeil et une douleur profonde. Elle nous a vus, sa mère et son frère, debout sous la pluie, et son visage s'est fermé, un mélange de surprise, de colère, et je l'ai cru distinguer d'une grande tristesse. « Vous êtes venu », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Je savais que vous finiriez par me trouver. » Tout dépeignait une âme en peine, une artiste cherchant à exprimer l'inexprimable. « Je ne pouvais plus », a-t-elle dit, s'asseyant sur un vieux fauteuil en rotin, serrant ses bras autour d'elle-même. « Je ne pouvais plus vivre dans ce mensonge, maman. Tout était devenu insupportable. De te voir jour après jour entretenir cette illusion, nous voir, Thomas et moi, y croire et savoir la vérité. Cela me rongeait de l'intérieur. Je suis devenu votre complice malgré moi, forcé de masquer mes doutes, de feindre ma compréhension, juste pour ne pas briser ton illusion. C'était un fardeau trop lourd à porter. Et sans que je vous le dise devant Thomas, cette maison de Cagnes-sur-Mer, elle a toujours été l'achat que papa a fait pour cette autre famille qu'il avait en secret. C'est la maison de l'autre, maman. C'est pour ça que je suis parti. Parce que je savais que vous alliez le découvrir et que ce serait le coup de grâce. C'était un symbole encore plus noir, une trahison encore plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. Mon mari, le père de mes enfants, n'avait pas seulement fait faillite. Il nous avait trahis d'une manière que seule Léa semblait avoir comprise. L'illusion était doublement brisée. La fuite de Léa prenait alors tout son sens et ma culpabilité une dimension nouvelle, abyssale. Les secrets de la Bretagne venaient de révéler l'étendue de notre décomposition familiale. Le choc était si violent qu'il m'a coupé le souffle. La maison de Cagnes-sur-Mer, cette image de ma prétendue réussite, était en réalité le symbole d'une trahison insoupçonnée, d'une duplicité de mon défunt mari. Thomas, jusqu'alors figé par mes propres révélations, s'est tourné vers Léa, les yeux écarquillés. « De quoi tu parles, Léa? Une autre famille? Papa? C'est impossible !» Ce n'est pas seulement l'arnaque pyramidale, Thomas, c'était le début d'une spirale. Papa avait des dettes, de l'argent qu'il puisait dans les caisses de l'entreprise où maman travaillait, et il y avait des problèmes avec notre avocat fiscaliste et son banquier qui l'aidaient à dissimuler ses fonds. Il avait plusieurs vies, des dettes de jeu, il avait aussi une maîtresse avec qui il avait une fille. Et cette maison, la maison de Cagnes-sur-Mer, il l'avait achetée pour elle. Après sa mort, quand maman était si abattue, j'ai voulu comprendre. J'ai fouillé dans ses affaires, dans ses vieux dossiers. J'ai trouvé des lettres, des relevés bancaires avec des virements étranges, des photos d'une autre femme, d'une petite fille. Et l'adresse correspondait. La maison de Cagnes-sur-Mer, maman, c'était leur foyer, pas le nôtre. C'est elle qui la met en vente aujourd'hui alors qu'elle a tout perdu, elle aussi. Quand j'ai découvert tout ça, j'ai hésité. Je ne voulais pas te causer encore plus de peine. Tu étais déjà si fragile. Mais ce secret m'a empoisonné. Chaque fois que tu parlais de ta maison à Cagnes-sur-Mer, chaque fois que tu montrais la publicité, je voyais leur visage, je sentais le poids de cette double vie. Et je ne pouvais plus supporter l'idée que tu achètes cette maison qui avait servi à une autre famille de ton mari. Ton argent, mon argent, si tu y avais même pensé, tu l'aurais utilisé à nettoyer le passé. Alors oui, maman, quand j'ai entendu Thomas, ce matin, j'ai vu mes pires peurs se concrétiser. J'ai vu que j'avais été bête de garder le silence. J'ai vu que tout allait exploser et que cette fois, ce serait par ma faute aussi. C'est pour ça que je suis parti. Il avait eu une maîtresse, une autre famille, une fille. Cette maison, cet emblème de mes mensonges, était une preuve vivante de sa duplicité. Et Léa, ma douce, ma sensible Léa, elle avait porté ce fardeau, seule, pendant des années, pour me protéger. La culpabilité m'a transpercé, plus forte que jamais. J'avais non seulement menti à mes enfants, mais j'avais été aveugle à la souffrance de ma fille, à la vérité qu'elle portait silencieusement. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» j'ai demandé.
ma voix cassée par l'émotion. Pourquoi as-tu choisi de porter ça toute seule? Comment t'annoncer que ce que tu considérais comme ton seul refuge, ton seul espoir de dignité, était en fait le symbole de sa plus grande trahison? Je pensais que le secret mourrait avec lui, que nous pourrions reconstruire. Mais tu as continué à t'accrocher à cette illusion jour après jour. Et à chaque fois que tu en parlais, c'était un couteau dans mon cœur, une douleur lancinante. Ses yeux étaient rouges, mais une étincelle de colère brûlait en eux. Et cette autre famille, sont-elles au courant? Savent-elles qui était vraiment papa? Et au milieu de ce chaos, la seule certitude était que nous devions comprendre, pour peut-être un jour nous reconstruire. Mais la route serait longue et semée d'embûches, car comment faire confiance quand tout, absolument tout, avait été bâti sur des mensonges et des secrets? Les révélations de Léa avaient ouvert une béance dans notre compréhension du passé, une blessure béante au cœur de notre famille. Thomas, le pragmatique, l'expert comptable, était le plus touché par la duplicité financière, au-delà même de la trahison émotionnelle. « Il faut comprendre l'étendue des dégâts, maman », a-t-il déclaré, le soir même, alors que Léa s'était retirée, épuisée dans sa chambre. « Nous devons savoir ce qu'il a fait, avec qui, et quelles sont les conséquences réelles pour nous, pour toi. » La passivité n'était plus une option. Je devais la vérité, pas seulement pour moi, mais pour mes enfants, pour l'avenir de notre famille, si un avenir était même encore possible. Tu as raison, Thomas. Nous allons chercher, tout comprendre. Nous avons commencé par les vieux relevés bancaires, les documents légaux, les correspondances que Léa avait trouvées et précieusement conservées. Chaque document était une pièce du puzzle, révélant l'ampleur de la défaillance morale et financière de mon mari. Les virements étranges dont Léa avait parlé remontaient bien avant la crise de 2012. Ils étaient réguliers, substantiels, vers un compte inconnu, au nom d'une certaine Isabelle Martin. L'adresse associée à ce compte était bien celle de la maison de Cagnes-sur-Mer. Cette Isabelle Martin était donc la maîtresse, la mère de sa fille. Mon sang se glaça. Il l'avait entretenue, elle et son enfant, pendant des années, avec des fonds dont nous avions alors cruellement besoin. Papa a non seulement dilapidé nos biens, mais il a aussi détourné de l'argent de l'entreprise où tu travaillais, maman, a déclaré Thomas, le visage grave, alors qu'il parcourait des documents estampillés confidentiels. Ces mouvements de fonds, ils sont masqués par des opérations douteuses, des faux investissements. C'est de l'abus de biens sociaux, maman, de la fraude pure et simple. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour financer sa double vie. Non seulement mon mari m'avait trahi personnellement, mais il m'avait aussi compromise professionnellement. J'avais travaillé pour cette entreprise pendant près de 20 ans. J'avais dédié ma vie à mon travail et mon mari avait, en secret, sapé sa réputation et sa stabilité par ses actions illégales. Le sentiment de trahison était si profond qu'il me rendait malade. « Que pouvons-nous faire, Thomas ?» j'ai demandé, la voix tremblante. Toutes ces années, la honte, la culpabilité, il a tout détruit. Dufresne, l'ancien associé de papa, celui qui a toujours été si discret après sa mort. Léa, attirée par le bruit de nos voix, est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait l'air un peu plus apaisée, mais ses yeux étaient toujours cernés. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Il a utilisé les fonds de l'entreprise de maman pour financer sa maîtresse et sa fille et la maison de Cagnes-sur-Mer. C'est là que maman travaillait. Je m'en souviens, ça a même fait l'actualité à l'époque. Une histoire de détournement de fonds sans que le nom de maman ne soit cité. C'est la raison pour laquelle maman a été licenciée peu de temps après sa mort. Non, il était lié à ses malversations, à son image salie. La honte professionnelle, l'injustice s'ajoutaient à la liste déjà longue de ses trahisons. Léa a posé sa main sur mon épaule, son regard empli de compassion. « Je suis désolé, maman. Je ne savais pas pour ça. Je pensais que c'était juste la faillite, les dettes. Mais comment affronter Monsieur Dufresne, l'homme qui avait probablement été au courant de tout, qui avait peut-être même été complice en silence? La peur se mêlait à la détermination. Une nouvelle bataille commençait, non plus contre la misère, mais contre l'héritage toxique d'un homme qui avait tout détruit sur son passage. Et cette fois, je n'étais plus seul.
Mes enfants, malgré leurs propres blessures, se battaient à mes côtés, cherchant à exorciser les fantômes d'un père inconnu. Prendre contact avec M. Dufresne n'était pas chose aisée. Après la mort de mon mari, cet associé énigmatique avait disparu de la circulation, ses bureaux vides, ses contacts effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. C'était Thomas, avec son flair d'expert comptable pour les pistes dissimulées, qui l'a retrouvé. Un ancien confrère de son père lui a donné une piste, une adresse dans une petite ville du sud-ouest, loin de la Côte d'Azur et de ses scandales passés. L'idée de le confronter me remplissait d'appréhension. Qu'allait-il nous révéler? Serait-il un allié ou un complice? Léa, curieusement, était la plus sereine de nous trois. Après les révélations, une forme de soulagement semblait l'avoir gagnée, comme si le simple fait d'avoir partagé le poids du secret l'avait libérée. Elle nous accompagnerait. « Je dois savoir, maman », m'avait-elle dit. « Pour moi, pour mon propre deuil de ce père que je ne connaissais pas, et pour vous. Je savais que ce jour viendrait », a-t-il dit d'une voix basse, nous invitant à entrer. Son salon était rempli de livres, de papiers éparpillés. L'odeur du vieux papier et du tabac froid flottait dans l'air. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suppose que vous êtes ici pour mon ancien associé, votre père, Madame Dubois, Thomas, Léa. L'arnaque, les détournements de fonds, la double vie, la maison de Cagnes-sur-Mer. Nous savons qu'il utilisait l'argent de l'entreprise où maman travaillait, et nous savons que maman a été licenciée à cause de ça. J'ai essayé de l'aider et de le ramener sur le droit chemin, mais il était trop impliqué. Il a refusé mon aide. Il ne voulait jamais perdre la face. C'était son fardeau, et c'est devenu le vôtre en héritage. Ah que... Il leur a acheté cette maison, il les entretenait. Il était un Don Juan, mais un Don Juan rongé par le mensonge. Il avait une addiction au jeu. Il était faible face aux femmes, et il était prêt à tout pour maintenir ses différentes vies à flot. Il avait de la dette partout, et il a puisé à toutes les sources, quitte à tout détruire autour de lui. Que mon mari nous ruinait, nous mentait, qu'il me compromettait professionnellement, et vous êtes resté silencieux? J'étais lié par le secret, par la peur de tout perdre, et aussi par une loyauté mal placée envers un ami que je croyais pouvoir aider. J'ai même été celui qui a aidé Isabelle Martin à trouver l'agence qui gère la maison de Cagnes-sur-Mer, car il avait déjà trop déboursé et il en était devenu le propriétaire. Ça, vous le saviez aussi? Sauf vous guider ici, à ma manière, quand j'ai vu que vous commenciez à chercher. Dufresne, malgré sa propre faiblesse, semblait nous offrir une voie, une vérité à laquelle nous pouvions nous accrocher. Il n'était pas l'ennemi que j'imaginais, mais un observateur silencieux et un peu lâche, mais un allié potentiel dans la quête de justice. Et Isabelle Martin et sa fille Clara, a demandé Thomas, que sont-elles devenues? La maison de Cagnes-sur-Mer est leur dernière chance de se refaire une vie. C'est pour ça qu'elle est en vente. Elle ne savait rien de sa vie avec vous. Elle pensait être sa seule famille. Leurs rêves aussi se sont brisés avec sa mort. Et si vous rencontrez Isabelle Martin, vous verrez qu'elle a été sa victime collatérale, tout comme vous, Madame Dubois. Pour les sauver et nettoyer le nom de votre mari et ta réputation professionnelle, il n'y a qu'une seule solution. Mais ce sera long, difficile et coûteux. Êtes-vous prêt à vous battre? Sa question résonna dans le silence du salon, une promesse de bataille, une invitation à la rédemption. La partie n'était pas finie, elle ne faisait en réalité que commencer. Le silence de M. Dufresne avait été brisé. Ce serait à nous de briser les autres. Les mots de M. Dufresne résonnaient en moi. La vérité, enfin pleine et entière, était brutale. Mais elle offrait aussi une voie, une possibilité de justice. Le chemin serait difficile, coûteux, mais nécessaire. Pour mes enfants, pour mon honneur, pour le nom de notre famille. Nous avons passé des heures à discuter avec M. Dufresne, à dénouer les fils complexes des magouilles de mon mari, à comprendre les mécanismes de sa double vie, les fraudes qu'il avait orchestrées. Thomas, avec son expertise, a posé des questions pointues, notant chaque détail. Léa, silencieuse, écoutait attentivement, son visage d'abord triste, puis se durcissant d'une détermination nouvelle. « Il y a un risque », a averti M. Dufresne. « Remuer tout ça, c'est mettre en lumière des scandales. Cela réouvrirait des blessures. Pour vous,
pour Isabelle, pour Clara et pour la réputation de votre mari, ce ne sera pas facile. Mais c'est la seule façon de laver votre nom, Madame Dubois, et de vous libérer de ce fardeau, ainsi que d'épargner votre fils. Léa le sait. Mais votre réputation est en jeu et celle de Thomas aussi. Dufresne nous a fourni ses coordonnées. L'idée de rencontrer la femme qui avait partagé la vie secrète de mon mari me remuait profondément. La rage, la jalousie, la tristesse se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. Pourtant, je savais que cette rencontre était inévitable, nécessaire pour comprendre l'étendue des mensonges et pour trouver une solution commune. Le rendez-vous a été fixé dans un café neutre, à Nice, loin de Cagnes-sur-Mer. Isabelle était une femme élégante, aux traits fatigués, mais dont le regard portait une dignité inébranlable, malgré la souffrance visible. Elle avait les mêmes yeux que Léa, et une douceur similaire dans son expression. En la voyant, j'ai compris qu'elle aussi était une victime, manipulée, trompée, tout comme moi. « Madame Martin », ai-je commencé, ma voix tremblante, « je suis Geneviève Dubois, mon mari. » Notre mari, en fait, était le même homme. L'homme charmant, attentionné, qui lui avait promis le bonheur, qui avait investi dans cette maison de Cagnes-sur-Mer, qui s'était montré un père aimant pour Clara. Elle ne se doutait de rien, persuadée d'être la femme de sa vie. La mort de mon mari avait été pour elle aussi un choc, l'amenant à la découverte de ses dettes et de la misère dans laquelle il les avait laissées. La maison de Cagnes-sur-Mer était tout ce qui lui restait, sa seule échappatoire économique. « Il m'a menti, Madame Dubois », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Il m'a fait croire que nous étions sa seule famille, son seul espoir. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il avait une autre vie, une autre femme, d'autres enfants. Comment a-t-il pu être si cruel ?» Thomas et Léa, à mes côtés, écoutaient silencieusement, leurs propres émotions visibles dans leurs visages tendus. La colère s'était muée en une profonde compassion, en une solidarité inattendue. « Nous sommes là pour vous aider, Madame Martin », a déclaré Thomas, sa voix résonnant avec une nouvelle autorité, « pour comprendre et pour obtenir justice, ensemble. La maison de Cagnes-sur-Mer, elle, retrouvera une dignité, car elle aura servi à dénoncer un escroc. Et peut-être pourra-t-elle rester dans le giron de sa famille légitime, les enfants qu'il a eus avec moi et sa seconde famille, sa fille Clara. La confrontation avec Isabelle Martin avait été éprouvante, mais elle avait aussi ouvert la voie à une alliance inattendue, une solidarité féminine face à une trahison masculine. Ensemble, avec mes enfants, et cette nouvelle alliée, nous allions chercher la vérité et la justice. La route était longue, mais pour la première fois depuis des années, je sentais un vent de liberté et de détermination m'emporter, loin des mensonges et des secrets qui avaient empoisonné ma vie. Les mois qui ont suivi furent une bataille acharnée. Sous la direction implacable de Thomas, qui s'était révélé un stratège juridique hors pair, et avec le soutien de M. Dufresne, qui, rachetant sa propre lâcheté passée, nous a fourni des documents cruciaux, nous avons entrepris de démêler l'écheveau complexe des fraudes de mon mari et des silences complices de l'entreprise. L'avocat spécialisé s'est avéré être une aide précieuse et il a immédiatement compris que nous avions une affaire en or, non seulement pour moi, mais aussi pour Isabelle et Clara. La révélation publique des malversations de mon mari a été un scandale retentissant. Les journaux ont fait la une sur l'affaire, démasquant les détournements de fonds et l'opération de blanchiment d'argent. L'entreprise, pour éviter la ruine de sa réputation, a rapidement conclu un accord à l'amiable, m'offrant une compensation financière substantielle et une réhabilitation complète de mon nom, reconnaissant l'injustice de mon licenciement. Thomas avait aussi négocié pour Isabelle Martin, obtenant pour elle un fonds de dédommagement et une reconnaissance de la dignité de Clara. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais, mais la justice, et elle fut rendue. L'argent, si longtemps source de tous nos malheurs et de tous mes mensonges, retrouvait enfin sa juste place, celle de réparer, de construire et non plus de détruire. Les fonds de mon mari, ceux qu'il avait amassés illicitement et dissimulés, furent saisis. Une partie d'entre eux fut reversée à nous, l'autre à Isabelle et Clara, et le reste au remboursement des dettes qu'il avait contractées.
La maison de Cagnes-sur-Mer, elle, fut finalement vendue. Son produit, après liquidation des dettes de mon mari, fut divisé entre les deux familles, chacune pouvant ainsi reconstruire un avenir. Thomas s'était même arrangé pour que Clara ait un fonds d'études pour son futur, chose que papa n'avait jamais faite à ses enfants légitimes. Le processus fut difficile, épuisant émotionnellement. Les médias, les questions intrusives, le regard du public. Mais je n'étais plus seul. Léa, Thomas, Isabelle et même Clara, que nous avons appris à connaître, étaient à mes côtés. Nous étions une alliance inattendue, unis par le même homme, le même héritage de mensonges, mais résolus à reconstruire ensemble. La conclusion de l'affaire a été un soulagement immense, mais non un bonheur simple. Les cicatrices demeuraient. Léa, malgré le soulagement d'avoir enfin exorcisé ses démons, portait toujours la marque de ses années de secret. Elle a décidé de quitter son emploi pour se consacrer entièrement à sa passion, la peinture. Elle a même ouvert une galerie d'art, où ses œuvres, souvent sombres et introspectives, mais empreintes d'une profonde humanité, trouvaient un écho auprès du public. Elle avait trouvé sa liberté, non pas dans la fuite, mais dans l'expression de sa vérité. Thomas, quant à lui, a continué sa carrière d'expert comptable, mais avec une éthique renforcée. Il a fondé une consultation pour les victimes de fraude financière, aidant d'autres familles à démêler des situations complexes, à retrouver la justice. Il était devenu le pilier de notre famille, l'homme sur qui je pouvais désormais compter. Et moi, j'avais retrouvé ma dignité, mon nom. J'avais enfin pu faire le deuil de l'homme que je croyais avoir épousé et accepter la réalité de sa duplicité. La honte s'était dissipée, remplacée par une forme de sagesse amère. J'ai utilisé une partie de la compensation pour acheter un petit appartement avec vue sur la mer, à quelques kilomètres de Cagnes-sur-Mer, mais dans un autre village, un endroit sans fantôme. Un endroit où je pouvais enfin peindre, cultiver mon petit potager et voir mes enfants et un jour mes petits-enfants sans le poids du mensonge. Ce n'était pas la maison de mes rêves initiales, mais c'était ma maison, la vraie. Et pour la première fois, ce n'était pas une illusion. Isabelle et Clara ont, elles aussi, pu reconstruire leur vie. Isabelle a ouvert une petite librairie et Clara, bénéficiant des fonds d'études, a entrepris des études d'architecture. Nous ne sommes pas des amis intimes, mais un lien discret, respectueux, s'est tissé entre nous. Nous partageons une histoire commune, une blessure commune et une résilience commune. Ma fille et Clara, des demi-sœurs unies par le même sang et les mêmes déchirures, sont devenues amies. Elles peignent souvent ensemble, Léa lui enseignant les techniques artistiques, tandis que Clara esquisse les plans de ses futurs projets. La question de Thomas, pourquoi je ne vis pas dans la maison que j'ai achetée, avait fait s'écrouler mon monde de mensonges. La fuite de Léa avait été le catalyseur de ma rédemption. Aujourd'hui, je vis dans la maison que j'ai vraiment achetée. Une maison honnête, modeste, mais pleine de lumière. L'héritage de la vérité était amer, mais il était aussi libérateur. C'était le début d'une nouvelle vie, où les fondations étaient enfin solides, bâties non pas sur des illusions, mais sur la résilience, le pardon et l'amour inconditionnel de mes enfants. Un amour qui avait survécu à la trahison, au silence et à tous les mensonges. Et ce, pour moi, était la plus grande richesse. Le passé restait une blessure, mais l'avenir, lui, était un chemin clair. Enfin,